Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la tentative du roi de Suède de conquérir la Russie. Héritier de la brillante armée forgée un siècle plus tôt par Gustave II Adolphe, le roi de Suède, se lance à l'assaut de ses voisins danois, polonais et surtout russes. Cette campagne du tournant du XVIIIe siècle, menée habilement par Pierre Ier, propulse l'Empire russe au rang de grande puissance européenne. Vous voulez en savoir plus sur l'échec de Charles XII? Venez avec moi. Les grands génies militaires suédois, Gustave II Adolphe, l'homme qui renverse la guerre de 30 ans, et Charles XII, le prodige de la guerre du Nord, partagent un intéressant point commun. Tous deux héritent du trône à l'adolescence, le premier à 16 ans en 1611, le second à 15 en 1697. Près d'un siècle sépare leur début de règne et pourtant les enjeux semblent n'avoir guère changé autour de la Baltique. En 1700, le jeune Charles XII n'a pas de chance car tous ses voisins sont ligués contre lui, le Danemark de Frédéric IV, la Pologne d'Auguste II et la Russie de Pierre Ier. Cela fait beaucoup de monde, et le danger se concrétise quand la coalition passe à l'attaque. En février-mars 1700, Auguste II entre en Livonie, Frédéric IV pénètre dans le Schwesing. Charles XII n'est pas tout à fait désarmé. Il dispose de la solide armée de son père, 15 régiments de cavalerie, 22 d'infanterie, soit 90 000 hommes, bien équipés et entraînés. Et il sait s'en servir. Un débarquement surprise près de Copenhague boute Frédéric IV hors de la guerre en août. Puis le jeune roi se retourne contre Pierre Ier qui campe devant Narva, la fenêtre sur la Baltique que convoitait Ivan le Terrible. Charles XII n'a que 10 000 soldats avec lui contre 40 000 en face, dont de nombreux vétérans des guerres contre les Ottomans. Mais il profite le 20 novembre d'une tempête de neige qui aveugle les Russes pour former deux colonnes, pénétrer les retranchements adverses et tourner les défenseurs, forcés à retraiter en désordre par un pont qui s'écroule. La débâcle de Narva coûte à Pierre Ier 8 000 à 10 000 tués, le reste étant blessés ou capturés, avec les 145 canons de l'armée contre 677 tués et 1205 blessés côté suédois. Narva ne met pas fin pour autant à la guerre. Charles XII doit en effet se retourner contre le troisième adversaire, Auguste II. Charles XII anéantit son armée à Klingsor en 1702, puis fait élire à sa place Stanislas Lesinski en 1704 avant de pénétrer en Saxe, qui se trouve elle aussi sortie du conflit le 24 septembre 1706 par la paix d'Adenstadt. Ce n'est qu'ensuite que Charles XII peut tenter d'en finir avec Pierre Ier, son ennemi le plus dangereux. Le tsar a reconstitué son armée et son artillerie en fondant les cloches au besoin. Dès septembre 1701, le maréchal Sheremetyev a pris la contre-offensive en Estonie. Puis, enchaînant les victoires, a ravagé la Livonie, luttant pied à pied. Les Suédois ne perdent pas moins d'Orpat le 14 juillet 1704 et surtout Narva le 9 août 1704. En 1706, Pierre Ier se croit suffisamment en sécurité pour transférer sa capitale au bord de la Narva. Si la Baltique a perdu son statut de lac suédois, Charles XII est solidement installé en Pologne, où le tsar a du mal à le menacer, faute de généraux capables et à cause de révoltes fiscales qui entravent l'action militaire. En difficulté et désireux de protéger Saint-Pétersbourg, Pierre Ier offre en 1707 de rendre la plupart de ses conquêtes à Charles XII, qui refuse. Le tsar ordonne alors à ses alliés cosaques et Kamlouk de Basse-Volga de ravager une partie de la Pologne afin de créer un glacis défensif. Sage précaution car Charles XII quitte la Saxe le 22 août 1707 avec 44 000 hommes. Direction Moscou, freiné par la terre brûlée, qui n'est pas un apanage russe tant s'en faut, et l'état misérable des routes, le Suédois n'atteint Grodno, porte de la Russie, que le 26 janvier 1708 et doit hiverner à Minsk. Il n'en repart que début juin. Le 3 juillet, il remporte une éclatante victoire à Olostin, actuelle Biélorussie, mais les débris de l'armée russe réchappent, comme à Borodino en 1812 avec Napoléon, et la lente marche vers l'est reprend. Après avoir passé le Dniepr à Mogilev le 7 juillet, Charles XII est presque en vue de Smolensk le 4 septembre, fort tard déjà quand il apprend que les renforts et provisions que doit lui apporter de Riga le général Levenhaupt sont en retard. Mais que faire alors? Plutôt que d'aller hiverner en Livonie, le Suédois choisit le chemin de l'Ukraine. Plein sud, la direction a été considérée comme une folie, une fuite en avant. Elle est pourtant motivée. Non seulement l'Ukraine a une réputation de grenier à blé, mais Charles XII espère y trouver les renforts promis par Ivan Mazepa,
hetman des Cosaques ukrainiens en froid avec Pierre Ier, et aller à la rencontre d'une hypothétique aide ottomane. Les espoirs de Charles XII sont vite déçus. Partant vers le sud, il s'éloigne de Leeuwenhoek, dont la colonne est étrillée le 9 octobre par les maréchaux Menchikov et Reprin. 700 chariots et 5000 hommes sont perdus. En outre, Menchikov détruit préventivement en novembre Batourine et ses environs, base de Mazepa où seuls 3000 Cosaques le rejoignent. En hiver 1708-1709, exceptionnellement froid, le harcèlement constant des Russes, les maladies déciment les rangs suédois. Et quand le 6 mai 1709, Charles XII assiège Potolva, verrou de la route de Kharkov, Pierre Ier se décide à porter les stockades. Le 8 juillet, 25 000 Suédois et Cosaques font face à des Russes 2 fois plus nombreux. Blessé quelque temps avant le combat, embuscade ou tir ennemi, on ne sait pas trop, Charles XII tente de commander d'un brancard, physiquement et moralement à bout, laissant le commandement tactique au général Renkloff. Il ordonne cependant un ultime coup d'audace, une attaque brusquée à l'aube qui réussit presque. Mais en dépit de leur discipline et de leur endurance légendaire, les Suédois sont freinés par les redoutes, le nombre et l'artillerie russe. 86 canons contre 4 opérationnels côté suédois. Et le tsar, qui vole en personne, bloquait la percée adverse. Bientôt, l'aile gauche suédoise plie et le centre russe coupe l'armée en deux. Les restes de cavalerie suédoise ne peuvent que couvrir la retraite. Charles XII a perdu 10 000 hommes contre 4 500 pour Pierre Ier. Fuyant vers le sud, Charles XII se réfugie en Moldavie chez le sultan ottoman avec Mazepa qui meurt peu après. Le 11 juillet, Leeuwenhoek s'est rendu avec 16 000 soldats découragés. Il n'y a plus d'armée suédoise et ses ennemis en profitent. En Pologne, Auguste II renverse Stanislas Leśniczki du trône polonais. Les Danois tentent un débarquement raté dans le Sund en novembre 1709. Pierre Ier a plus de succès. Aidé par la Prusse et l'électorat de Hanovre, dont le souverain est devenu en 1714 roi d'Angleterre, il prend le contrôle de la Baltique. Charles XII, revenu clandestine en Suède en 1714, tente bien de reprendre la lutte en attaquant les possessions danoises, sans succès. Son obstination lui a coûté la vie, peut-être un assassinat, au siège de Fridensland. Le 12 décembre 1718, la paix de Nystad, qui met fin à la Grande Guerre du Nord le 30 août 1721, consacre le triomphe de Pierre Ier, désormais surnommé le Grand. La Russie y gagne la totalité des territoires baltes, de la Carélie à la Courlande, ne laissant à la Suède que la Porémanie et la Finlande, pour moins d'un siècle. Le vieux rêve d'Ivan le Terrible se réalise enfin, et la Russie est devenue une puissance européenne avec laquelle il faudra compter. Comme on l'a vu, la Grande Guerre du Nord est un conflit qui, entre 1700 et 1721, oppose la Suède de Charles XII, alliée à une partie de la noblesse polonaise, dont Stanislas Leśniczki, futur beau-père de Louis XV, aux Cosaques ukrainiens et à l'Empire ottoman contre la Russie de Pierre Ier, allié au roi de Pologne et électeur de Saxe Auguste II, au Danemark de Frédéric IV et à l'électeur de Hanovre et roi d'Angleterre Georges Ier, ainsi qu'au roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier, surnommé le roi sergent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.